RMC After Marseille. Karine Galli. Bonjour à tous, ce dimanche se jouera le 3e classique de la saison entre l'OM et le PSG. On va donc parler de ces classiques du championnat de France. À mes côtés, Rémi Dumont. Salut Rémi. Salut Karine. Et Fabrice Lamperti, journaliste de la Provence basé à Marseille. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Salut Karine, salut Rémi, salut à tous. On vous rappelle les résultats de cette saison car ça sera déjà la 3e confrontation. Marseille a gagné un 0 match aller lors de la 5e journée. Le PSG a remporté le trophée des champions suite à la séance de tir au but. Il y avait eu 2-2 dans le temps réglementaire. Et donc ce dimanche, le match retour PSG-OM lors de la 21e journée. C'est évidemment un grand classique de notre championnat. Et le PSG et Marseille ont l'habitude de se rencontrer, Rémi. Ouais, exactement, parce que déjà 111 oppositions dans l'histoire entre les deux équipes. Ça fait 36 victoires pour l'OM, 21 nuls et donc 54 victoires pour le Paris Saint-Germain. Mais on voit sur les derniers matchs que l'écart commence peut-être un petit peu à se resserrer entre les deux équipes, parce que c'est vrai qu'il y a eu une mainmise du Paris Saint-Germain pendant des années. Mais on voit qu'avec le trophée des champions notamment, il y a eu match nul au bout du temps additionnel et ensuite ça a débouché sur une séance de tir au but. Mais le dernier match en Ligue 1, c'était à Marseille, au Vélodrome, et il y avait une victoire de l'Olympique de Marseille. Nous allons nous replonger dans les grands PSG OM de l'histoire. Il y en a énormément, on aurait pu en prendre beaucoup, notamment des années 90. On s'est concentré sur les un petit peu plus récents, avec notamment votre top 3. Je vous ai demandé à tous les deux. On va commencer avec Fabrice et notamment celui qui est le plus récent. Vous étiez tous les deux d'accord d'ailleurs, Rémi et Fabrice. C'est celui du 13 septembre 2020. Marseille qui gagne 1-0 sur la pelouse du Parc des Princes. C'était 10 ans après que les Marseillais renouaient avec un sacre au Parc des Princes. C'est un match particulier. Fabrice, tu voulais revenir sur cette rencontre. Un contexte très particulier aussi parce que nous étions en plein Covid. Et puis 5 cartons rouges lors de ce match. Donc il y avait du foot, mais il y avait aussi un petit peu de boucherie. Oui, il y avait un petit peu tous les ingrédients que l'on peut retrouver dans ces classiques, que l'on retrouve depuis la fin des années 80 et le début des années 90, quand il y a la vraie rivalité entre les deux clubs qui a commencé à se construire. Donc non, j'ai voulu mettre celui-ci en avant, évidemment parce qu'il y avait une victoire de l'Olympique de Marseille, et comme tu le disais Karine, ça faisait un petit moment qu'on avait pu assister à ça. Le contexte était particulier puisqu'il y avait eu des absents à cause du Covid. Je me souviens, on avait fait un papier dans la Provence en disant que le diffuseur ne serait pas forcément mécontent si jamais il y avait quelques forfaits, notamment du côté du Paris Saint-Germain, parce que ça pourrait un peu plus niveler les forces en présence. Ça n'avait pas plu du tout aux acteurs du club de la capitale à l'époque, mais voilà, finalement c'est ce qui s'était un peu passé, et puis l'OM avait réussi à l'emporter avec ce but de Florian Thauvin, et avait été accueilli, je sais pas si vous vous souvenez, avait été accueilli à Marignane au retour avec des dizaines de supporters, des fumigènes de tous les côtés. Et voilà, c'était vraiment un petit événement en soi, et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant. Rémi, ce 1-0, effectivement, signé Florian Thauvin. 10 ans d'attente pour les supporters marseillais pour avoir une victoire au Parc des Princes. Et puis un match aussi où les cartons rouges étaient tombés, notamment en fin de match. Ouais, avec notamment des conflits entre Payet, Neymar, Amavi, Kurzawa. Et puis, comme le disait Fabrice, il y avait eu des problèmes déjà en amont du match avec les forfaits. Je me souviens qu'à l'époque, c'était le diffuseur téléfoot de la chaîne Mediapro. Donc, c'était vraiment un contexte particulier, surtout quand on connaîtra la suite pour le diffuseur. Mais au-delà de ça, c'était vraiment un match haché, tendu. Le stade était creux. Alors, il n'était pas vide, parce que j'avais regardé, il y avait un peu plus de 3000 supporters, en gros, de 3000 personnes présentes dans le stade. Donc, il n'était pas à huis clos non plus. Mais voilà, c'est pour ça qu'on voit sur les images, d'ailleurs, qu'il y avait quand même du monde. Mais je me souviens que ça avait été un match très compliqué, que l'OM commençait aussi à avoir des espoirs, parce que je me souviens qu'avant ou après, il y avait eu un autre PSG-Marseille, où d'ailleurs Marseille avait été proche de faire le match nul, voire même de gagner. Mais ce match-là, je me souviens, en plus, il y avait la musique dans les vestiaires marseillais avec du Jul, évidemment, et bande organisée. Voilà, c'était je trouve un contexte qui faisait que cette victoire était assez marquante. Pas forcément, ne serait-ce que pour les 3 points, mais surtout par rapport à tout ce qui avait pu se passer pendant le match entre les cartons rouges et puis et ce but de Florian Thauvin.
Les cartons rouges, on rappelle, côté marseillais, il y avait Amavi et Benedetto, et côté parisien, Kurzawa, Paredes et Neymar avaient été expulsés. C'était donc ce dernier succès au Parc des Princes le 13 septembre 2020. On va revenir un petit peu plus dans l'histoire avec toi, Fabrice, ce match qui est évidemment un match historique dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. On va d'ailleurs fêter bientôt ses 20 ans. Le match nul du 5 mars 2006. À l'époque, ce sont les minots qui prennent le TGV. Voilà, ils pensaient déjà à l'écologie à l'époque. Direction Paris. Raconte-nous pourquoi on en était arrivé à envoyer les minots au Parc des Princes. On rappelle, c'est une autre époque. Nous avions Pape Diouf, nous avions José Anigo, directeur sportif. Jean Fernandez était l'entraîneur de l'OM. Albert Raymond était l'adjoint. Tout est parti d'un problème de place. Oui, tout est parti d'un problème de place pour les supporters. Et puis, Pape Diouf était monté au créneau par rapport à ça. Il n'avait pas été entendu et le président de l'OM ne s'était pas démonté. Et puisque il n'avait pas réussi à obtenir gain de cause, il avait dit j'enverrai une équipe de minots. Alors évidemment, ça avait été une initiative qui avait été applaudie à Marseille parce que vous savez, on aime bien tenir tête à l'ennemi parisien, on aime bien tenir tête à l'État centralisateur. Donc du coup il y avait cette équipe avec qui avait été renforcée quand même par quelques joueurs professionnels, mais cette équipe était montée à Paris en TGV comme tu le disais, et puis elle avait tenu tête à Paris. C'était pas le grand Paris de l'époque, et c'était pas le grand Paris qu'on connaît aujourd'hui évidemment, mais ça restait sur le papier un choc qui paraissait quand même extrêmement déséquilibré. Tout le monde attendait évidemment une victoire parisienne, une large victoire parisienne, et puis ceux qu'on avait appelés les minots avaient réussi à tenir tête à cette équipe et avait arraché le point du match nul, qui avait été fêté comme une victoire parce que c'était une performance de premier plan, surtout dans ce contexte-là. Et quand ils étaient redescendus à Marseille, toujours en TGV, à la gare Saint-Charles, ils avaient été accueillis en héros, tout simplement. Le 5 mars 2006, parce qu'on rappelle aussi qu'au départ, en fait, ils voulaient pas jouer le match, même les Marseillais, mais les sanctions auraient été énormes, donc il fallait jouer le match. Et là, il y a cette idée finalement qui a mûri entre Pape Diouf et José Anigo, c'est on va envoyer la réserve, les minots, et donc Jean Fernandez et Albert Raymond se sont dépatouillés avec ça. Et moi, je trouve ça génial parce que ça montre déjà, on va dire, la malice du président Pape Diouf à l'époque. Et puis, quelque part, c'était un moyen, je trouve, de dédramatiser l'enjeu, parce que si finalement Marseille perdait à Paris avec son équipe de minots, c'était quasiment normal. Alors que là, ils vont faire match nul, et comme le disait Fabrice, c'est comme une victoire. D'autant plus que ça a permis aussi à ces minots-là d'acquérir de l'expérience, surtout dans un contexte particulier qui est le classique entre un PSG et Marseille, surtout à l'extérieur, parce que au Vélodrome, c'est encore autre chose. Mais j'avais trouvé ça très malin de la part de Pape Diouf à l'époque. On rappelle donc ce match nul du 5 mars 2006. On reste en 2006, mais là, c'est un succès. La victoire de l'OM du 10 septembre 2006. Rémi, tu voulais revenir sur ce match. Il y a un succès marseillais, 3-1, avec donc les buteurs Pagis, Nasri et Niang. Le seul but sur côté parisien, ça sera Paoletta qui avait égalisé sur penalty. Ouais, ce qui m'avait marqué, c'était le but de Samir Nasri, parce qu'il va pour tirer le penalty, que le gardien repousse, mais il finit par finalement l'inscrire et donc marquer. Je me souviens qu'il avait déclaré dans des interviews, mais je me souviens plus de la source, mais il avait dit que il avait la pression parce qu'il voulait absolument pas rater ce penalty face à l'Olympique de Marseille, et face à Paris, pardon. Et apparemment Mamadou Niang, lors de la célébration de ce but, lui avait dit t'as eu très chaud, donc bien joué. Mais au-delà de ça, c'était, je trouve, le classique du panache, parce que pour moi il y avait eu du beau jeu. Je me souviens que Ribéry avait fait un match exceptionnel, que Nasri était évidemment aussi très bon. Il y avait eu un but de Pagis dans les dernières minutes, mais j'avais beaucoup aimé ce Marseille-là, parce que c'était un Marseille joueur plus qu'un Marseille rugueux pour un classique. Les deux buteurs qui avaient marqué côté marseillais, c'était donc Niang, on le dit, sur penalty, et Paoletta qui lui avait répondu également sur penalty. Quel souvenir tu gardes de ce match-là, Fabrice? T'en as connu beaucoup des OM-PSG, des PSG-OM. Quel regard tu portes sur ce succès du 10 septembre 2006? On rappelle notamment, par exemple, dans les cages, il y avait Carasso côté marseillais, il y avait Habib Beye, actuel entraîneur du Stade Rennais, il y avait Samir Nasri, on l'a dit, qui a été buteur, il y avait Franck Ribéry. Du côté du PSG, c'était pas non plus un grand PSG. Il y avait Landreau dans les cages, il y avait Dorasso, il y avait Édouard Cissé.
qui a joué des deux côtés qu'on évidemment et qu'on embrasse aussi. C'était une victoire logique, méritée. Marseille était meilleur à cette époque. Oui, Marseille était supérieur à ce PSG-là parce qu'à l'époque, Paris était quand même assez, il traversait une période plutôt difficile. C'était une équipe qui était dans le dur, mais voilà, ça n'a pas empêché l'OM, comme disait Rémi, de remporter cette victoire avec panache. Surtout quand on arrive à marquer 3 buts au Parc des Princes. Voilà, les OM avaient une équipe assez très intéressante offensivement, hein, on l'a dit, avec Nasri, Ribéry, Pagis aussi, me semble-t-il. Donc voilà, puis c'est jamais anodin de gagner au Parc des Princes, hein, vous le savez bien. Donc voilà, ça fait partie des succès sympas qu'on retient et qu'on aime bien faire ressurgir et dont on aime bien parler encore aujourd'hui. On revient sur les grands PSG OM de l'histoire parce que vous le savez, ce dimanche, il y aura à nouveau un classique lors de la 21e journée de Ligue 1. Nous aurons donc le premier qui recevra le troisième, l'occasion dans l'After Marseille de revenir sur ces grands matchs de l'histoire du championnat de France. Vous suivez l'After Marseille, on revient sur les grands classiques de l'histoire, les PSG-OM. Pourquoi ? Parce que dimanche, il y aura donc le troisième de la saison, le match retour qui comptera pour la 21e journée de Ligue 1. Ça sera un choc, ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années, mais là, ça sera vraiment un choc. Paris, premier, recevra Marseille, troisième. On est aux côtés de Rémi Dumont, de Fabrice Lamperti, journaliste à la Provence, et d'un homme qui a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille, qui a gagné notamment un classique. C'est Laurent Bonnard, champion de France 2010 avec l'Olympique de Marseille et qui était présent sur la pelouse du Parc des Princes lors de ce fameux 3-0. Bonjour Laurent Bonnard, merci beaucoup d'être avec nous. Non, merci à vous. Bonjour Karine. Merci à tout le monde. Bonjour. Laurent, on est très heureux de vous avoir avec nous, joueur de l'Olympique de Marseille de 2007 à 2010, champion de France 2010, le dernier titre de champion de France obtenu par Marseille sous Didier Deschamps. Il y a également une Coupe de la Ligue et on voulait absolument revenir sur ce 3-0. Marseille qui est donc au Parc des Princes et qui va largement dominer les Parisiens. Les buteurs, Cherou, Gonzalez et Hatem Ben Arfa, 3-0, un score sans appel. On est le 28 février 2010 et derrière vous serez champion de France. Vous étiez titulaire ce soir-là aux côtés de Gabi Heinze, de Souley Diawara, c'était évidemment Steve Mandanda déjà le gardien. Quel souvenir vous gardez de cette soirée magique pour les supporters marseillais et puis j'imagine aussi pour vous en tant que joueur ? Une soirée, oui, magnifique, parce que quand on gagne à Paris, c'est toujours des moments très importants et surtout ça a apporté une dynamique sur la fin de saison, parce que si on remet un petit peu dans le contexte, un mois avant, fin janvier, on avait 12 ou 13 points de retard sur le premier, les Girondins de Bordeaux. Et cette victoire 3-0 au Parc a vraiment marqué encore plus notre retour au premier plan. Et c'est vrai que les 5 derniers mois ont été magnifiques. Effectivement, le score est lourd. J'ai souvenir, il me semble, d'avoir une première mi-temps plutôt équilibrée. On mène 1-0, mais la deuxième mi-temps était pour nous. Oui. Effectivement, à la pause, Marseille ne mène que 1-0 et finalement, vous prenez le large en seconde période. Le deuxième et le troisième but arrivent à la 54e et 71e minute. Fabrice, Laurent en parlait, c'est vrai que le Bordeaux de Laurent Blanc est en tête. Le Bordeaux de Laurent Blanc vise le doublé parce qu'ils étaient champions de France 2009 et puis finalement Marseille va faire un finish de folie. Dans le même temps, les Bordelais, eux, vont craquer et puis en plus, ça finira aussi par cette victoire en Coupe de la Ligue. Ce match-là, il est très important. Il marque les esprits de cette fin de saison marseillaise qui se finit en apothéose avec ce titre de champion de France. Oui, parce que comme Laurent Bonnard le disait il y a quelques instants, il faut se souvenir où était l'OM un mois avant. Il sortait d'une défaite à Montpellier qui avait été très dure, mais qui finalement sera fondatrice, puisqu'il y a eu un petit épisode dans le vestiaire entre Souleymane Diawara et Mamadou Niang qui ont simulé une bagarre, et finalement ça a permis à tout le vestiaire de crever l'abcès. Et puis l'OM est lancé, l'OM s'impose très largement sur la pelouse du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, et puis après sera irrésistible sur la fin de saison avec la victoire d'abord en Coupe de la Ligue aussi qui sur Bordeaux d'ailleurs, donc qui permet de faire prendre conscience à cet effectif que c'est possible et lui donne encore plus faim, j'imagine, et lui donne envie d'aller chercher ce titre de champion de France que tout le monde attendait depuis beaucoup trop longtemps.
Laurent, une petite question sur justement cette victoire en 2010. Ce classique, il s'est joué sur quoi? Est-ce qu'il s'est joué sur l'avant-match? Est-ce qu'il s'est joué dans les têtes? Ou vraiment il s'est joué sur un plan tactique? Bon, ouais, c'est un ensemble de paramètres. Déjà, vous jouez au Parc des Princes, vous jouez le PSG, donc les meilleures équipes du championnat. Donc nous, on était dans une spirale, surtout. Enfin, je rappelle encore le contexte, c'est-à-dire que un mois avant, on était vraiment dans le dur et en fait, on a oublié. Enfin, on a essayé de pas penser au titre. En fait, on était tellement loin qu'il fallait même pas y penser. Et en fait, c'était surtout objectif, retrouver un collectif. On avait un effectif très très costaud, très fort. Mais au bout du compte, ça suffit pas. Ça nous a prouvé que ça suffisait pas. Donc, je dirais que c'est plutôt l'aspect. Allez, si on avait un point, c'est l'aspect mental, je pense. L'aspect mental qui a fait que les 6 derniers mois ont changé et que chacun a donné pour le collectif. Et donc voilà, ça a donné des résultats positifs. Et en même temps, on s'est valorisé individuellement. Donc c'était vraiment ça. Après, je me souviens aussi que le terrain n'était pas extraordinaire. C'est plutôt rare maintenant aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que dans le combat, ouais, on a montré que c'était une équipe qui avait gagné ce soir-là et pas forcément un joueur ou deux joueurs. Et c'est ce qui a fait la force de la fin de saison. Et c'est ce qui nous a manqué au début. Donc, je dirais que l'aspect mental a été très important sur ce match et sur l'ensemble de la fin de saison. On rappelle effectivement cette équipe qui sera donc championne de France quelques mois après. On l'a dit, Steve Mandanda dans les buts. Il y avait du très lourd derrière. Il y avait vous, Laurent Bonnard, il y avait Gabi Heinze, il y avait Souley Diawara, il y avait Mbia, il y avait Cissé, il y avait Valbuena, Ben Arfa, Cherou, Lucho Gonzalez et Mamadou Niang qui sera donc sacré meilleur buteur du championnat de France à l'issue de cette saison. Laurent, racontez-nous comment ça se passait les semaines avant les classiques, que ça soit quand vous deviez monter à la capitale, comme on dit quand on est dans le sud, ou quand vous receviez les Parisiens, parce qu'on sait que c'est toujours particulier. Comment vous viviez ça? Vous êtes plutôt un joueur discret et pourtant vous aviez la pression des supporters, l'engouement, le bonheur des supporters à gérer au quotidien avant notamment ces gros matchs. Oui, effectivement, ce match-là, il est noté dans le calendrier des Marseillais et dans tout le peuple marseillais. Et nous aussi, il est clair et net que ce match fait partie. Enfin, les 2 rencontres contre le Paris Saint-Germain sont très importantes pour ce rapport avec les supporters. Et nous, on doit se sublimer. Ce sont des matchs importants. Bien sûr, quand on est sur terrain, on pense au jeu. C'est pas la guerre non plus, mais j'ai souvenir de la première année où en plus on était en difficulté. Bon, on est parti 5 jours mis au vert. Voilà, c'était vraiment une préparation commando. On était dans une période compliquée, mais en tout cas, ce match, oui, il y en a d'autres après, il y en a d'autres avant, mais il est important parce que psychologiquement, vous savez que le sportif, il y a tellement d'importance à ce niveau-là, et ce match-là, il peut vous impacter sur les matchs qui viennent. Donc sur le match de ce week-end, il est clair et net que ça va aussi alimenter ce qui va suivre. Donc voilà, il y a le résultat, mais c'est tout ce qui va comporter, ce qui va importer derrière. Moi, une petite question pour toi, Fabrice. Même quand on est journaliste, et voilà, à partir du moment où le classique approche, est-ce que toi, tu sens des changements, ne serait-ce qu'avec vis-à-vis du club qui peut-être ouvre un peu moins les portes ou est peut-être un peu plus tendu? Est-ce que tu sens que le rapport aussi avec les joueurs est peut-être plus distant parce qu'ils doivent être dans leur bulle? Comment ça se passe quand on est là-bas? Alors, on va pas prendre l'exemple de cette saison puisque tout est tendu depuis le début de la saison, quasiment, malgré le fait que l'Olympique de Marseille soit 3e. Non, c'est surtout l'attente, elle est surtout plus. Nous, on la sent plus au niveau des supporters qu'on croise dans la rue tous les jours, évidemment. L'attente, elle est aussi de notre part, puisque nous, on augmente, comme on dit, en pagination, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de pages qui sont consacrées à l'événement. Et puis, en revanche, sur ce genre d'événement, le club préfère plutôt verrouiller, ne pas accorder d'interview la semaine de l'événement. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils accordent des interviews quand ils acceptent d'en accorder la semaine d'avant, mais pas la semaine de l'événement à proprement parler. Laurent, comment ça se passait également à votre époque? On rappelle que sur cette saison-là, 2009-2010, les 2 matchs avaient été gagnés par Marseille. Au Vélodrome, vous aviez battu également les Parisiens 1-0, en plus un but de Gabi Heinze, ancien Parisien. Vous, à l'époque, il y avait donc Didier Deschamps qui était une figure forte en tant qu'entraîneur. Il y avait aussi José Anigo. D'ailleurs, il y avait énormément de tensions entre Didier Deschamps et José Anigo. C'était Dacier le président. Est-ce que c'était pareil? On vous demandait de ne pas trop parler avant les classiques et de rester discret
rentrer dans les médias, c'était également fermé à double tour à l'époque ? J'ai pas forcément ce souvenir-là d'être verrouillé. Bon, on parle quand même je vais me vieillir, mais d'une autre époque. C'est plus le même Paris non plus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, c'est l'ogre parisien. Donc, il faut s'y remettre dans le contexte. C'est l'équipe championne d'Europe. À l'époque, Marseille, Paris font figure de favoris. On fait favoris dans le titre de champion de France. Donc, c'est quand même différent. Non, c'était pas forcément verrouillé. Il y avait une liberté. Un peu plus peut-être qu'aujourd'hui, effectivement. Et après, la médiatisation a pris une ampleur énorme aujourd'hui. Donc, peut-être un petit peu, même si ce classico était très important, il avait peut-être moins de rebonds autour qu'aujourd'hui. Mais bon, après, nous, c'était à nous. Nous, on avait juste à être focus sur le terrain et c'était le principal. Laurent, est-ce que vous pouvez nous Juste ajouter quelque chose, vas-y, si vous Fabrice. permettez. À l'époque, on a l'impression de parler d'une autre époque, alors que c'est lointain, mais ça allait pas tant que ça quand même. On va pas trop se vieillir, Laurent. Didier Deschamps était entraîneur, évidemment, et Didier Deschamps incitait souvent ses joueurs à donner des interviews aux médias, quelle que soit la période. Donc ça aussi, c'est un énorme changement par rapport à ce qui peut se passer à l'heure actuelle, parce que Didier Deschamps estimait que ça faisait partie aussi du métier de footballeur, de s'adresser aux médias et donc aux supporters. Et donc, lui jouait le jeu régulièrement. Moi, je me souviens avoir fait plein d'interviews de Didier Deschamps quand il était à l'OM, des fois même sur ses simples souvenirs européens, alors qu'aujourd'hui, ça paraît complètement fou d'avoir une interview de Roberto De Zerbi. Et Didier disait à ses joueurs aussi qu'ils devaient être au diapason tout au long de la saison. C'est bien de le rappeler, effectivement, Fabrice, et parce que c'est vrai qu'on entend aussi souvent beaucoup de choses sur Didier Deschamps. Il faut quand même rappeler que c'est quand même juste l'homme qui a ramené les derniers trophées à l'Olympique de Marseille et qu'il y avait aussi, bien sûr, mais là on parlait de l'OM et qu'il y avait donc en plus une possibilité d'avoir des accès assez faciles auprès des supporters et même de l'entraîneur. Ouais, Laurent, je voulais vous demander comment ça se passait quand on gagnait face au PSG, que ce soit au parc ou au Vélodrome le soir ou le lendemain même. Est-ce que quand on va au restaurant, on paye rien parce qu'on est invité par tout le monde? Est-ce que, je sais pas, on peut se garer en double fil sans être klaxonné? Comment ça se passe en fait les soirs de victoire à Marseille contre le PSG? Bon, déjà, se garer en double fil à Marseille, c'est naturel, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je savais. Non, effectivement, il y a un rapport extrêmement chaleureux, énorme au retour à Marseille. Il y a pas photo. Après, vous savez, souvent 3 jours après, on rejoue, donc on n'a pas trop le temps de penser à ça. En tout cas, elle nous booste à tout niveau. Ce sont des matchs, comme je répète, c'est des matchs très importants émotionnellement et sur l'avenir. Après, oui, la vie, elle est plus belle à Marseille. Vous savez, il n'y a pas d'eau tiède là-bas, donc c'est chaud, c'est froid. Mais vous transpirez football et c'est ce qui fait que quand vous faites ce métier et vous pouvez le faire à Marseille, c'est une chance inouïe. Et voilà, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup d'attentes. Vous êtes à Marseille, donc je pense que ça transpire l'émotion et on vient chercher ça au niveau du sportif. Donc oui, il y a des fois c'est difficile à Marseille. Mais il faut aussi s'en servir parce que le peuple marseillais est toujours derrière ses joueurs. Du moment qu'ils montrent le maximum sur le terrain, il faut surtout tout donner, pas tricher, c'est le plus important. Dernière question, Laurent Bonnard, on rappelle, vous avez été Marseillais de 2007 à 2010, vous avez connu ce titre de champion de France et notamment également la Coupe de la Ligue. Dimanche soir, il y a donc ce choc, le PSG qui reçoit Marseille. Il y a pour l'instant 9 points d'écart entre les deux formations. À l'aller, Marseille avait su gagner 1-0. Quel type de match vous voyez dimanche soir? Un match accroché ou est-ce que vous pensez que Marseille a ses chances? On voit là que c'est un Marseille vraiment... imprévisible. Il peut être très bon face à Lens, face à Rennes, très mauvais face à Liverpool ou face à Bruges. Donc comment vous voyez ce classique de dimanche? Ouais, c'est vrai qu'il y a un manque de régularité dans les performances, effectivement, collectives et même individuelles. Ça on ressent sur les résultats, malheureusement. Après, on est dans une période où Paris non plus a des choses à revoir avec cette Ligue des Champions où ça n'a pas été parfait sur la fin. Enfin, voilà, tout n'est pas parfait aujourd'hui dans ces deux clubs. Justement, ce qui va être intéressant dimanche soir, ça va être Paris a un jeu ouvert, donc ça peut profiter aussi à Marseille. Non, ça peut être un match qui peut être très intéressant au niveau tactique et sur l'évolution d'après ce match. Après, voilà, le verdict, ça sera pas dimanche soir, ça sera après. 9 points d'écart, c'est beaucoup. Il
il est clair qu'il faut que ce soit plus si Marseille veut espérer quelque chose de mieux en fin de saison. Parce que la priorité, je pense, c'est quand même la Ligue des Champions, c'est ce qui fait vivre ces grands clubs. Donc voilà, il faut maintenir le rythme et surtout faire un match très solide. Ils en ont besoin d'avoir un match référence parce qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Merci beaucoup Laurent Bonnard d'avoir été notre invité sous le soleil. Je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas il fait un temps magnifique chez vous. Vous avez de la chance. Franchement, non, vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce qu'on a eu de la pluie tout le temps. Ben là en tout cas c'était un Laurent Bonnard Merci. Ensoleillé, on rappelle Marseillais de 2007 à 2010 et qui a connu notamment ce 3-0 au Parc des Princes. Merci beaucoup Laurent Bonnard d'avoir été notre invité. Merci beaucoup à Fabrice Lamperti de la Provence. Merci beaucoup Rémi Dumont. Merci à toi Karine. Merci. Et si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Belle semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel After Marseille. RMC After Marseille.